OK, donc on va catégoriser nos mécanismes de RSM en plusieurs sous différentes dimensions. Donc la première dimension, c'est est-ce que notre réplication est active ou passive. Donc dans une réplication active, le client va contacter tous les processus pour répliquer. Donc c'est sa responsabilité de s'assurer que toutes les machines reçoivent l'information. Alors que dans la réplication passive, le client est seulement en charge de communiquer sa commande à une seule machine qui est la réplique primaire. Et c'est la responsabilité de la réplique primaire ensuite d'aller répliquer les autres machines secondaires. Donc ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est est-ce que notre réplication est active ou paresseuse. Donc une réplication active, ça veut dire que tous les états sont synchronisés au complet. On a la confirmation que tous les états sont répliqués avant de renvoyer une réponse au client. Okay? C'est par exemple c'est ça qu'on a avec Paxos. Dans Paxos, si vous vous souvenez, le client reçoit la réponse finale seulement quand c'est clair que la valeur est décidée. Hein? Donc c'est il n'y a pas de la réponse est connue du client là, à ce moment-là, alors que dans l'application paresseuse, le serveur peut répliquer les autres machines de façon asynchrone après avoir retourné au client. Donc à ce moment-là, une réplication paresseuse, c'est comme promettre au client qu'on va synchroniser l'information et on le fait plus tard. Donc à ce moment-là, le client peut pas n'est pas sûr à ce moment-là que l'information a déjà été répliquée. Okay, donc ça, c'est quelque chose qu'on va plus jouer là, la semaine prochaine quand on va parler là, des modèles de cohérence. Ou plutôt après l'intra. OK, donc la réplication active. Donc le client, c'est lui qui est en charge d'envoyer la commande à toutes les répliques. Donc à ce moment-là, il faut comprendre. Donc on sait que l'exigence dans le RSM, c'est que toutes les commandes doivent être reçues par tous les serveurs dans exactement le même ordre. Okay? Donc comment est-ce qu'on peut faire ça quand c'est le client qui envoie sa requête à toutes les répliques? Donc à ce moment-là, on a besoin d'un mécanisme qu'on appelle là, de communication à ordre total, où le client peut envoyer un message sur le réseau et ce message-là est garanti d'être partagé avec tous les serveurs de répliques. Et en plus de ça, si plusieurs clients, par exemple, envoient des messages en même temps, que toutes les machines reçoivent ces messages-là dans exactement le même ordre. Donc, c'est-à-dire avoir un ordre total de toutes les opérations. Donc, ça, c'est le mécanisme là, qui est nécessaire pour faire de la réplication active. On ne va pas vraiment en parler dans ce cours-ci, mais c'est quelque chose qui doit être implémenté ou supporté pour supporter la réplication active. OK, donc, côté du système distribué lui-même, c'est plus simple de faire ça, ok, parce que tout simplement, c'est le client, donc au terme de l'application, c'est le client envoie son message et le message doit être passé à travers ce mécanisme-là et la réplication est donc fournie de cette façon-là. Donc au niveau de l'application, on n'a pas besoin de développer d'autres logiques de plus pour faire fonctionner ce système-là. Ok, donc c'est quelque chose, ça c'est une illustration qui montre comment ça fonctionne. Donc le client veut faire une commande, va donc utiliser le mécanisme là, ici d'ordre total, de broadcast total, pour envoyer l'information à tout le monde. Et là, on reçoit les réponses. Donc, essentiellement, quand on reçoit les trois réponses, on sait là, que tout le monde connaît l'information. On sait que ça a été répliqué correctement. Deuxième choix, c'est la réplication passive. On peut aussi appeler ça réplication primaire secondaire. Donc ici, une réplique est choisie comme primaire. Donc ça prend un algorithme là, d'élection de leader. Donc on a déjà vu ça. L'élection de leader peut évidemment faire partie, là, être supportée par le consensus. Et à ce moment-là, la réplique qui est leader, on appelle ça le primaire. C'est lui qui va recevoir les requêtes. Donc ici, je devrais être plus précis. C'est les requêtes d'écriture qui sont plus importantes ici. Donc il doit être reçu par le client. Qui va être reçu par le primaire. Le primaire va les exécuter localement et va aussi donc envoyer un état là, avec les autres répliques. Et les secondaires donc interagir avec le primaire pour donc synchroniser l'état. Et si le primaire tombe en panne, à ce moment-là, les secondaires doivent détecter la faute et enclencher un nouveau processus d'élection de leader pour choisir un nouveau leader. Okay? Et on dit que ça c'est active si donc le primaire s'assure que toutes les secondaires
ont synchronisé avant de retourner une réponse au client. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, le client ici envoie la commande. C'est une invocation reçue par le primaire. Le primaire doit exécuter un protocole pour synchroniser toutes les répliques secondaires. Donc, par exemple, ça peut être fait par Paxos de base. Et une fois que le primaire a terminé son exécution du Paxos, à ce moment-là, on sait que tout le monde a le consensus, tout le monde sait exactement c'est quoi le nouveau état à partager, hein, parce que le primaire a proposé essentiellement un nouveau état, une nouvelle commande à exécuter ou un nouveau état à appliquer à tout le monde. Et à ce moment-là, peut envoyer la réponse. Donc, on dit que c'est active parce que toute la réplication se fait ici entre la réception de la requête et l'envoi de la réponse. Donc, si cette réponse-là est envoyée, par exemple, ici, immédiatement après l'invocation, ben, ça serait une réplication qu'on appelle paresseuse parce que le primaire fait ça après donc la réponse. Et s'il y a quelque chose de quoi qui se passe, il y a un problème ici dans la réplication, il y a des crashs, quoi que ce soit, ça se peut là que pas toutes les choses ont été répliquées, mais les clients ont déjà reçu la réponse, pensent peut-être que tout a été répliqué. Donc, l'avantage avec le paresseux, c'est évidemment le client reçoit une réponse beaucoup plus rapidement, mais le désavantage, c'est qu'il y a des risques que ça n'a pas été synchronisé correctement. Donc, on va jouer avec ce genre de concept-là de paresseux et actif plus dans les semaines à venir. OK. Donc là, comment est-ce qu'on peut... donc la réplication, et plus particulièrement la réplication primaire-secondaire, c'est comme une utilisation concrète là, d'un protocole de consensus. C'est comme un framework là, qui nécessite à l'intérieur, comme un black box ici, qui nécessite un Paxos à l'intérieur pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, une chose qu'on pourrait comparer, c'est en pratique, comment est-ce qu'on peut utiliser Paxos pour implémenter le primaire-secondaire. Okay? Donc, essentiellement, une chose qu'on peut réaliser, c'est on n'a pas besoin là, de séparer les trois rôles, là, les proposers, les accepteurs puis les learners. En pratique, on n'a pas besoin là, que ce soit des rôles séparés. Donc ici, on peut imaginer que les trois machines, X1, X2, X3, peuvent tous les trois jouer le rôle là, de proposer, accepteur et learners. Okay? Donc les trois jouent les trois rôles, on le combine tous ensemble. Et c'est pour ça que dans ces trois-là, on peut par exemple déterminer que X1 ici est le leader, actif présentement, mais s'il tombe en panne, ces deux-là sont des proposers, peuvent prendre le dessus. Et par exemple, dans l'algorithme lui-même, on peut déterminer que il faut recevoir un quorum de réponses. Hein? Donc, dans le Paxos de base, il faut avoir un quorum de promesses. Donc, les trois sont des accepteurs. Donc, un quorum, c'est 2 sur 3. Donc, X1 doit recevoir donc deux réponses sur 3, peut évidemment s'inclure comme étant une promesse à soi-même. Donc, à ce moment-là, il a besoin d'une autre réponse entre X2 et X3. OK? Et finalement, en termes de learners, OK, donc ça, c'est la phase 1. La phase 2, ça, c'est quand j'envoie le accept request avec la commande elle-même. À ce moment-là, les learners, toutes les répliques sont des learners, donc on peut imaginer que X2 et X3 sont des learners, sont censés envoyer le message accepted à tout le monde. X1 aussi est censé envoyer le message accepted, mais bon, il y a quelque chose qu'on pourrait simplifier ici, c'est dire ce message-là qui envoie le accept request peut implicitement aussi dire qu'il y a un message d'accepted à l'intérieur, parce qu'évidemment, X1 s'auto-accepte lui-même, là. Il va pas avoir de problème avec son propre message d'accept request, donc on peut considérer que ce message comme étant un double message. Et à ce moment-là, les learners ici sont censés récolter un quorum d'accepted pour pouvoir obtenir le OK à la fin. Donc le primaire ici va essayer de recevoir un quorum. Donc s'il se considère lui-même, il a besoin d'un message sur deux. Donc un de ces deux messages doit être reçu pour avoir le quorum d'accepted pour envoyer le message d'OK à tout le monde. La réponse à la fin. Donc c'est comme ça qu'on peut simplifier le protocole. Donc la réplique primaire, c'est le leader actif, donc c'est le leader dans les proposers. Une instance complète de Paxos de base est nécessaire par opération. Donc ça, c'est une opération. On exécute une instance complète de Paxos ici pour obtenir une réponse. Bon, dans la situation normale, une instance complète de Paxos, c'est juste une ronde du protocole de synode, c'est-à-dire une phase
une seule fois phase 1 et phase 2, mais on sait que s'il y a des pannes qui se déroulent ici à l'intérieur, ça se peut qu'on a besoin de faire multiples phase 1 et phase 2. Okay? Donc ça c'est important de comprendre qu'une instance de Paxos, ça ne veut pas juste dire une fois phase 1, une fois phase 2. Ça peut être plusieurs fois phase 1 et phase 2. Okay? Mais ce qu'on veut dire ici, c'est qu'une instance est nécessaire pour une opération. Donc, quand il y a une autre deuxième opération qui est envoyée ici par soit le même client, soit par un autre client au primaire X1, il doit recommencer donc un nouveau protocole de Paxos, donc refaire une phase 1 et refaire une phase 2 pour cette nouvelle opération-là. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Donc ça, c'est évidemment, c'est très coûteux là, de faire des instances complètes de Paxos de base pour chaque valeur. Donc si on a plein de valeurs qui sont entrantes, ben, le leader doit enclencher tellement de phase 1 et de phase 2 que ça devient très lourd. Donc c'est pour ça qu'on va parler du concept de multi-Paxos qui va permettre de optimiser l'algorithme de Paxos quand on sait que on a besoin de le rouler en continu là, pour des valeurs, de rouler de façon continuelle pour des valeurs différentes. Donc à ce moment-là, dans le multi-Paxos, on va voir qu'on va être capable de sauver certaines phases. On peut sauter des phases qu'on a déjà essentiellement initialisé dans notre première instance de Paxos. Et ça permet de rouler plus vite pour les instances suivantes pour pouvoir décider plus rapidement les opérations suivantes. OK? Donc c'est ça qu'on va regarder dans la prochaine vidéo. OK. Sinon, on va parler aussi de réplication paresseuse. Donc j'ai déjà parlé de ça, c'est-à-dire que dans la réplication active, la latence augmente parce que le temps de réponse contient l'exécution complète du Paxos. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc si on veut répondre plus rapidement au client, on peut dire par exemple de envoyer la réponse au client avant même que le Paxos se termine. Donc, contacter les secondaires de façon asynchrone. Donc, une façon de penser à ça, c'est de dire que, par exemple, si on avait un système où certaines répliques sont actives et certaines répliques sont paresseuses, on va exécuter un Paxos avec les répliques actives en premier pour pouvoir retourner la réponse au client. Et pour les répliques qui sont paresseuses, on va le faire asynchrone plus facilement en dehors. OK? Et ça, c'est quelque chose qu'on va parler quand on va parler de Cassandra. Parce que dans Cassandra, on peut effectivement avoir des répliques paresseuses et des répliques actives en même temps. OK? Donc là, si on fait une réplication paresseuse, évidemment, ça a des conséquences en termes de panne. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une panne de primaire? Qu'est-ce qui se passe si on fait des lectures de données sur des répliques secondaires qui sont synchronisées de façon paresseuse? Ça, c'est des choses que vous pouvez penser. On pourrait discuter de ça la prochaine fois. Et à ce moment-là, la grande question, c'est évidemment quand est-ce que c'est acceptable d'utiliser la réplication paresseuse. Okay? Donc, les avantages, c'est que c'est moins lourd. On n'a peut-être pas besoin de rouler Paxos tout le temps. On peut retourner des réponses plus rapidement au client. Donc, est-ce que ces avantages-là, donc, vaut les désavantages en termes de cohérence, okay? Peut-être perte de données ou de cohérence quand on a des pannes de primaire ou quand on fait des lectures sur des répliques secondaires. Donc si ça c'est des choses qui sont importantes, là, pouvoir tolérer ces genres de choses-là, ben, peut-être qu'on ne peut pas faire de réplication paresseuse et on devrait faire de la réplication active. Sinon, peut-être que la réplication paresseuse est envisageable. Donc ce genre d'enjeu-là, de débat, on peut en discuter et on va aussi l'étudier avec des systèmes spécifiques. Et on va parler du théorème de Cap qui essentiellement là, parle de cet enjeu-là. Donc ici c'est un simple exemple qui illustre là, comment on peut combiner hâtif et paresseux. Donc imaginez qu'on a une réplique primaire avec une réplique S1 qui est active, secondaire. Donc à ce moment-là, on peut faire le Paxos entre ces deux machines-là seulement et retourner la réponse, ce qui garantit qu'il y a au moins deux machines qui ont été synchronisées correctement, qui ont répliqué l'information. Et là, faire la réplication asynchrone. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'éventuellement, on va avoir une troisième réplique de l'information, mais qu'au moment où on a envoyé la réponse au client, on n'a pas de garantie, on a juste une garantie de deux répliques et pas la troisième. OK? Donc, ça peut causer des problèmes de cohérence à ce moment-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va étudier plus tard. OK, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Et les prochaines vidéos, on va parler de multi-Paxos et de Raft.